À ton avis, de toutes les ressources qu'on emploie pour la guerre, quelle est la plus précieuse? L'argent, le matériel, les soldats, la tech? Bah en vrai c'est un peu un mélange de tout ça. Par contre, une guerre, elle a besoin de soldats pour piloter les navires, les chars, les hélicos et les avions, pour neutraliser des positions ennemies et pour sécuriser les zones civiles. Alors oui, peut-être que dans un avenir proche, l'intelligence artificielle permettra de prendre le relais sur certaines de ces missions. Mais pour l'heure, le facteur humain reste indispensable à la bonne conduite des opérations. C'est particulièrement visible en Ukraine, où le nombre de soldats est déterminant dans les combats, surtout quand il s'agit de troupes ayant reçu un bon entraînement. Mais un élément qu'on omet souvent, c'est la capacité d'un pays à mobiliser du personnel militaire supplémentaire. Parce que, à la base, quand on parle de la taille d'une armée régulière, on pense aux soldats d'active, c'est-à-dire ceux qui sont activement engagés dans l'armée. C'est le principe d'une armée professionnelle, avec des militaires de carrière. Sauf que dans plusieurs pays, genre la Suisse, la Chine, la Corée du Sud ou la Russie, le service militaire est obligatoire. Ce sont alors des armées de conscrits. Finalement, il y a une dernière catégorie qui n'est pas forcément incompatible avec les précédentes. Ce sont les armées de réservistes. Aujourd'hui, on va justement te parler de l'une d'entre elles, Tsahal, l'armée de défense israélienne. Ce petit état entouré de nations ennemies, qui ne compte que 9 500 000 habitants, possède la 18e armée la plus puissante du monde. Par contre, si on se concentre uniquement sur ses effectifs, 170 000 soldats, alors Israël ne se classe même pas dans les 30 premières armées. Et parmi ces 170 000 soldats, on inclut les jeunes hommes et les jeunes femmes qui réalisent leur service militaire. Mais comment se fait-il alors que dans la foulée de l'attaque du 7 octobre dernier, le gouvernement israélien a annoncé qu'il allait déployer plus de 530 000 soldats? En fait, l'une des particularités de Tsahal, c'est que c'est l'une des armées avec le ratio de réservistes le plus élevé au monde. En gros, l'un des principaux atouts de l'armée israélienne, c'est sa capacité à mobiliser rapidement du personnel réserviste. En cas de danger imminent, l'armée peut tripler ses effectifs et passer de 170 000 soldats réguliers à 530 000 soldats opérationnels. Pour un si petit pays, c'est un véritable exploit. C'est d'ailleurs ce que les autorités israéliennes ont fait juste après les attentats du 7 octobre. Donc, en cas de menace existentielle, ce qui visiblement est régulièrement le cas avec l'État hébreu, Tsahal peut tripler ses effectifs pour affronter tout ennemi extérieur. Alors d'accord, le concept de réserviste n'est pas exclusif à Israël. Plein de pays utilisent ce système, dont la France. D'ailleurs, la Chine peut mobiliser jusqu'à 4 millions de réservistes si besoin, faisant d'elle la première armée au monde en termes d'effectifs, en incluant les réservistes. Sauf que dans le cas d'Israël, la proportion de la population apte au combat est nettement plus importante qu'ailleurs. Ce sont des milliers de jeunes Israéliens qui ont accouru du monde entier pour prêter main forte. Je pense qu'on était bien préparés à l'armée après 3 ans de service militaire et j'ai vu beaucoup de trucs. Je pense que je suis bien prête pour la guerre et Dieu est avec nous et tout va bien se passer et voilà. J'ai pas eu de papier, mais c'est-à-dire tous mes amis, ils ont reçu un message sur WhatsApp et ils se sont tous déplacés dans l'instant. Sauf que cette capacité de mobilisation compte des obstacles logistiques non négligeables. Des goulots d'étranglement se forment à plusieurs niveaux. En plus, tous ces jeunes qui partent se battre, ils ne peuvent plus taffer, ce qui impacte sérieusement l'économie du pays. Le rappel des réservistes met en difficulté 70% des entreprises de la high-tech. Israël envisage de réduire ses forces réservistes en raison des coûts économiques élevés. Les universités devraient toujours commencer le 31 décembre, mais les réservistes devraient revenir par étapes. Un déploiement d'une telle ampleur ne peut s'inscrire dans la durée, sauf en cas de conflit majeur. Mais cette capacité de mobilisation reste un atout indéniable de la puissance militaire israélienne. Du coup, chez Diplo, on s'est posé quelques questions. Pourquoi est-ce que les réservistes de Tsahal font autant la diff? Comment est-ce qu'ils contribuent à l'effort de guerre? On va tout expliquer dans cette vidéo. Pour la plupart d'entre nous, l'idée d'être mobilisé pour aller faire la guerre à l'étranger peut paraître tout à fait improbable. Pourtant, c'est le quotidien de millions de jeunes hommes à travers le monde, comme par exemple en Corée du Sud, qui face à la menace nord-coréenne n'a d'autre choix que de se préparer au pire. C'est vis pacem para bellum. D'ailleurs, une fois qu'ils ont réalisé leur service militaire, les Sud-Coréens sont ensuite incorporés aux forces de réserve. Dans les faits, ça veut dire qu'ils restent mobilisables durant les 8 années
années qui suivent la fin de leur service. Pareil en Estonie, sauf que ça marche sur la base du bénévolat. En fait, l'armée estonienne possède un corps d'environ 18 000 réservistes volontaires, dont on te parlera dans une prochaine vidéo, donc oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Bref, il y a aussi les forces territoriales finlandaises qui ont été créées en 2007 et qui permettent aux Finlandais qui le souhaitent de continuer leur service militaire après avoir terminé la période obligatoire. Alors pourquoi est-ce qu'on te parle de toutes ces différentes armées de réservistes? Eh bah, derrière cette idée de réserve, il y a deux composantes essentielles. La première, c'est de pouvoir très rapidement élargir sa capacité militaire en cas de nécessité impérieuse. Et la seconde, c'est de continuer à impliquer les réservistes dans la vie de l'armée pour qu'ils soient à jour dans leur formation le moment venu. Il n'y aura pas besoin de les former, ils seront immédiatement opérationnels. D'où l'intérêt d'organiser régulièrement des exercices avec les réservistes. Et c'est justement ce que font les armées sud-coréennes, estoniennes ou finlandaises. Mais dans le cas de l'armée israélienne, le concept va encore plus loin. Déjà, les réservistes israéliens doivent suivre des journées de formation et de remise à niveau concernant le maniement de leur équipement et des tactiques de combat qu'ils ont appris durant leur service militaire. Alors, quand bien même ça serait le cas des autres armées, les réservistes israéliens le font beaucoup plus régulièrement. Parce que la grosse différence, c'est qu'en cas de conflit, les réservistes israéliens ne vont pas juste soutenir l'arrière-ligne de l'armée régulière. Ils seront directement déployés sur le front, comme c'est le cas actuellement à Gaza. Un autre élément distinctif des réservistes israéliens, c'est qu'on ne compte pas uniquement sur eux pour renforcer l'infanterie. Les réservistes sont aussi des pilotes d'avion et d'hélicoptères, des commandos spéciaux ou des marins. En gros, toutes les compétences sont représentées au sein de la force des réservistes israéliens. Ils occupent tous les postes et tous les grades, du simple sergent au colonel. Donc, une fois qu'ils ont accompli leur service militaire, les Israéliens intègrent la réserve jusqu'à leurs 40 ans, hommes comme femmes. Ah oui, parce qu'en Israël, le service obligatoire est de 3 ans pour les hommes et de 2 ans pour les femmes. Ce qui signifie donc qu'en moyenne, un Israélien ou une Israélienne passe plus de 20 ans dans les forces armées. Sauf que ces dernières années, le statut de réserviste a connu des transformations profondes. Aujourd'hui, le réserviste israélien fait face à une crise qu'il ou elle n'avait jamais connue auparavant. Alors, de quoi est-ce qu'on vous parle? Chapitre suivant. Une vocation mise à mal. On les sous-estime systématiquement, mais la détermination et la conviction des combattants sont déterminantes dans la tenue d'un conflit. D'ailleurs, celle de la population civile aussi. Mais aujourd'hui, ce sont des réservistes dont on parle. Or, d'après l'Institut d'études sur la sécurité nationale de l'Université de Tel Aviv, la motivation des réservistes de Tsahal repose sur 4 piliers centraux. Le premier, c'est une lutte existentielle. La société israélienne est quotidiennement exposée à des menaces bien réelles, que ce soit de la part d'organisations terroristes, comme de la part de pays ennemis. Les soldats israéliens ne se battent pas uniquement pour leur patrie au sens métaphorique, mais aussi pour leur survie à tous, celle de leurs proches, celle de leur famille, pour la survie de l'État hébreu. Ensuite, il y a la motivation idéologique. Tsahal se bat aussi pour défendre une identité nationale et préserver un mode de vie. L'armée de défense israélienne défend la seule nation juive au monde. Et on sait ce qu'il arrive aux juifs quand personne ne les défend. L'armée israélienne défend l'État, la société, ses valeurs et sa culture. Et pas uniquement celle des citoyens juifs, mais celle de tous les Israéliens. Troisièmement, il y a une motivation dite normative. D'accord, les arguments patriotiques sont très poétiques. Mais factuellement, les Israéliens, ils n'ont pas trop le choix en fait. Le service militaire puis l'incorporation à la réserve sont obligatoires. Alors bien sûr, il y a des exceptions. En vrai, seuls 69% des hommes et 56% des femmes réalisent leur service militaire. Mais ça reste un ratio impressionnant. Au-delà de ces considérations, en fait, le service militaire revêt une importance très symbolique au sein de la société israélienne. Pour des questions évidentes de confidentialité et de sécurité nationale, certains postes à responsabilité dans le service public sont réservés aux ex-soldats. Bref, en fonction de votre métier, vous risquez d'être mal vu par vos pairs si vous n'avez pas réalisé votre service. Il y a une très forte pression sociale. Finalement, il y a une question de transmission générationnelle qui rejoint un peu le point précédent. Les citoyens israéliens sont habitués dès leur plus jeune âge à l'idée que lorsqu'ils deviendront majeurs, ils partiront à la caserne. Ils ont intégré cette idée que l'armée est une étape indispensable dans l'accomplissement du devoir citoyen. Et ce dernier point, c'est vraiment une particularité israélienne.
Pourtant, ces dernières années, il y a de plus en plus d'Israéliens qui sont favorables à la fin du service militaire obligatoire, à tel point qu'aujourd'hui, ils ont dépassé en nombre ceux qui souhaitent son maintien. Ce tournant historique a eu lieu en 2020. Il y a à peine 7 ans, près de 6 juifs israéliens sur 10 souhaitaient maintenir la conscription obligatoire. Mais depuis 2020, il y a plus de juifs israéliens en faveur de sa suppression que de son maintien. L'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre 2023 n'a pas vraiment inversé cette tendance. Or, les plus favorables à la suppression du service militaire obligatoire sont âgés entre 25 et 34 ans. C'est-à-dire que ce sont ceux qui ont déjà réalisé leur service militaire et qui sont désormais réservistes. Après, la différence n'est pas non plus énorme avec les autres catégories en dessous de 55 ans, mais ça reste très évocateur. Quelles sont les raisons qui poussent les Israéliens à ne pas vouloir effectuer leur service militaire? On va en parler dans le chapitre suivant. Une nouvelle société face à une guerre ancienne. Quand bien même le conflit israélo-arabe reste une réalité quotidienne qui affecte des millions de personnes, les sociétés qui les subissent ont connu des transformations majeures. Et la société israélienne ne déroge pas à la règle. Réfléchis-y un instant. C'est pas la même chose d'aller te battre quand t'es au chômage, que t'as un métier précaire ou que tu fais partie de l'économie informelle, que quand t'es ingénieur, pharmacien, mécano, restaurateur ou architecte. À mesure que votre statut socio-professionnel s'améliore et que le coût d'opportunité augmente, l'idée de devoir renoncer à tous ces projets universitaires, familiaux ou professionnels pour être déployé sur le champ de bataille est plus difficile à gober. Ou alors, on devient beaucoup plus exigeant par rapport aux conditions d'engagement. Moi, par exemple, si j'avais été mobilisé par l'armée française à 20 ans, quand j'en foutais pas une en gros, je l'aurais beaucoup mieux vécu qu'à l'heure actuelle où j'ai plein de responsabilités. T'as regardé le dernier Christopher Nolan, Oppenheimer, que certains décrivent comme le meilleur film de la décennie? Il y a une scène où ils bâtissent un camp en plein désert pour y convoquer les meilleurs experts scientifiques du pays, sauf que, à la base, ils sont pas si chauds que ça en fait. C'est pareil avec les Israéliens. Au cours des dernières décennies, Israël a prospéré et a intégré plusieurs classements prestigieux en termes de qualité de vie, de recherche scientifique, de tech et de plein d'autres secteurs. Or, une mobilisation de la population active, de l'appareil productif du pays, c'est un poids énorme pour la société israélienne, tant en termes de coûts directs que de coûts indirects. Déjà, quand un réserviste est mobilisé, il touche entre 60 et 80% de moins que lorsqu'il était dans la vie civile. Alors, c'est une moyenne, d'accord, mais d'après le ministre israélien des Finances, environ 20% des réservistes travaillent dans des boîtes de la tech très performantes et rémunératrices. Le salaire moyen des Israéliens qui bossent dans la tech est 47% supérieur à la moyenne nationale. Et un handicap supplémentaire pour les personnes concernées, c'est que plusieurs études ont démontré que les employeurs privilégient les profils non mobilisables pour éviter de perdre de la main-d'œuvre qualifiée en cas de mobilisation, ce qui en Israël arrive très fréquemment. 70% des entreprises signalent des dommages à leur continuité fonctionnelle en raison de l'appel d'une partie importante de leurs employés. Des rapports répétaient des fonctionnalités réduites, même pour les employés qui ne sont pas en service de réserve. Autorité israélienne de l'innovation. Alors c'est du charabia un peu technique, mais qui décrit une situation délicate pour les entreprises et les travailleurs israéliens. Le service militaire suivi d'une période de réserve peut représenter un sérieux boulet dans la vie des Israéliens. Ils doivent régulièrement s'entraîner quand ils ne sont pas déployés sur le théâtre des opérations. Après, historiquement, les classes défavorisées considèrent au contraire le service militaire comme un ascenseur social. En fait, le service israélien a le mérite de brasser tout le monde. On démarre en bas de l'échelle, qu'on soit juif, chrétien, arabe, musulman, athée, druze, ashkénaze, séfarade, citadin, berger. Or, pour les plus défavorisés, c'est l'occasion de tisser des liens avec des personnes qui, dans d'autres pays, sont normalement inaccessibles. Des personnes bien connectées qui, après le service, seront ravies de filer un coup de main à leurs frères ou à leurs sœurs d'armes. Ou d'ailleurs, le simple contact avec des personnes originaires d'un autre milieu, avec un bagage socio-culturel plus avancé, peut profiter à ceux qui en ont moins. Et puis, les métiers de l'armée sont aussi
aussi très formateur. Dans certains cas, ça équivaut à une très bonne formation dans l'ingénierie, la mécanique ou l'informatique. Bref, en Israël, les casernes sont presque devenues des incubateurs où les jeunes Israéliens sont au contact de personnes avec qui normalement ils n'échangeraient pas du simple fait de leur milieu d'origine différent. Mais à mesure que le pays s'est développé, que les études universitaires se sont démocratisées et qu'une classe moyenne a émergé, les horizons professionnels se sont élargis pour tous les Israéliens. Du coup, en termes de réseautage, le service militaire israélien a perdu une partie de sa substance fonctionnelle. D'où le fait que de moins en moins d'Israéliens souhaitent le maintien du service militaire obligatoire et de sa composante réserviste. Ceci dit, il reste une grande question en suspens. Quel est le rôle des réservistes dans une guerre comme celle qu'Israël mène aujourd'hui contre le Hamas à Gaza? Sont-ils déployés de la même manière qu'il était auparavant? Eh ben, on t'en parle dans le prochain chapitre. Le mythe de Sisyphe. Les réservistes israéliens jouent un rôle extrêmement important dans la guerre, mais aussi dans les semaines, voire les mois qui suivent les combats. Or, comme ils ne font pas carrière dans l'armée, ce sont les premiers à se plaindre ou à protester contre les décisions hâtives ou imprudentes du leadership militaire. Après tout, ils n'ont rien à perdre puisqu'ils ne cherchent pas à se faire bien voir par leur hiérarchie pour monter en grade. Le meilleur exemple de cette critique à la hiérarchie militaire, c'est celui de la Seconde Guerre du Liban en 2006. En réponse à une série d'attaques meurtrières du Hezbollah, l'armée israélienne est entrée sur le territoire libanais pour y mener une offensive à grande échelle. Mais malgré tous les efforts déployés et la supériorité de l'arsenal militaire israélien, les résultats ont été quelque peu décevants. Or, dès la fin du conflit et le retrait de l'armée israélienne du Liban, des milliers de réservistes ont critiqué les comportements arrogants de leurs officiers supérieurs, leurs décisions imprudentes et le manque de ressources pour se battre dans les meilleures conditions. Ni une ni deux, une énorme crise politique s'est amorcée. Les réservistes, dont la plupart sont retournés à la vie civile, affirment que leur formation était insuffisante et qu'ils ont été envoyés au Liban avec des missions imprécises, des équipements insuffisants, des armements obsolètes et avec trop peu d'équipements de base, comme de l'eau potable. Ils sont appelés à une enquête nationale sur la façon dont la guerre a été menée. On n'avait pas prévu que les réservistes constitueraient une source solide et fiable de renseignements pour améliorer les tactiques de combat et les conditions de survie des soldats déployés sur le terrain. Ils ont joué un rôle clé dans la prévention de futures crises majeures au sein des forces armées israéliennes en proposant des axes d'amélioration et en forçant l'état-major à se pencher sur les dysfonctionnements internes. Si le service militaire et l'obligation de réserve disparaissaient, l'armée israélienne serait privée d'un élément crucial dans la remontée d'informations et le retour d'expérience. L'autre conséquence majeure de la crise post-Liban de 2006, c'est qu'une grosse partie des réservistes s'est vue réaffectée à des activités moins guerrières, mais tout aussi importantes comme les douanes, la surveillance des frontières et le maintien de l'ordre dans les territoires occupés. En gros, de moins en moins de réservistes sont appelés au front, sauf dans le cas très particulier des pilotes d'aéronefs ou des spécialistes aux compétences très rares. Par conséquent, le retour d'expérience des réservistes, et donc cette espèce d'audit interne des forces armées, est déjà en train de diminuer ces dernières années. C'est très dommage pour l'armée israélienne qui perd par ce biais l'un de ses grands atouts. Alors bien entendu, l'attaque du Hamas et le manque de réactivité des services de renseignement israéliens et de l'armée lors du début de l'attaque vont très certainement pousser l'état-major à faire un inventaire très précis de ce qui n'a pas marché et éviter qu'une telle tragédie se produise à nouveau. D'ailleurs, le gouvernement actuel d'extrême droite, grandement responsable de l'instabilité politique, envisage désormais de prolonger à la fois le service militaire et la durée obligatoire de réserve, tout en allongeant les périodes de déploiement ou au contraire celle du retour à la vie civile. Mais après tout, Israël reste une démocratie et rien ne pourra s'opposer à la volonté populaire. Si la société israélienne souhaite réduire, voire annuler le service militaire obligatoire et sa période de réserve, la classe politique finira par l'écouter et l'état-major, lui, finira par s'y plier. Surtout que l'année dernière, il y a eu une crise de réservistes qui s'opposaient à la réforme du système judiciaire. Ils ont même suscité la polémique parce que plein d'entre eux ont refusé de servir. Et malgré les accusations de trahison de la part de l'extrême droite, leur mobilisation politique en faveur de la démocratie israélienne a mis en évidence l'importance qu'ils ont dans le bon fonctionnement de la défense
défense du pays. Surtout que le moment venu, c'est-à-dire le 7 octobre 2023, ils ont provisoirement mis de côté leurs revendications politiques pour accomplir leur devoir, protéger Israël. On verra ce que l'avenir leur réserve. Pour l'heure, c'est à toi que je pose la question. À ton avis, est-ce que l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre va changer la donne? Qu'est-ce que tu recommanderais à l'état-major israélien? Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. On espère que cette vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Nous, on te dit à très bientôt. Tchuss!